Briefing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Didier Raoult. Bonjour professeur et merci de nous donner de votre temps. Bonjour. On va parler aujourd'hui de la dernière étude que vous avez republiée sur ces 30 423 patients que vous avez donc soignés à l'ECHU, parce que on le rappelle, vous n'avez pas fait qu'une étude, vous avez avant tout reçu des patients, diagnostiqués, soignés. Cette étude, elle avait été publiée au mois de juin et quelque part à la demande du pouvoir politique, vous l'aviez retirée parce qu'il y avait une pression. Aujourd'hui, vous la republiez avec le professeur Brocchi, le professeur Parola, le professeur Millon et le docteur Peter McCullough aux États-Unis. Un travail de titan, professeur. C'est un travail de titan. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que nous avons republié, quand nous avons publié ce travail en préprint, vous vous rappelez, le ministre publiquement au Sénat a menacé les gens qui étaient les signataires. Dans les signataires, il y avait des gens qui sont jeunes, il y a des gens qui sont plus sensibles parce que leur administration risque de les punir. Et donc, pour les protéger, nous avons décidé sur le moment, de retirer ce préprint. Et ce que nous avons fait, et ça, je pense que c'est bien que vous ayez ça à l'esprit, c'est que nous avons déposé dans deux databases qui sont indépendantes, une en Chine, une aux États-Unis, l'ensemble de nos données comme des données d'une analyse rétrospective. Donc, ce n'est pas un essai thérapeutique, c'est une analyse rétrospective de ce que nous avons fait aux malades qui ont voulu se faire soigner. Certains étaient ambulatoires, certains étaient hospitalisés, certains ont reçu, en fonction de la prescription de chaque médecin, de l'hydroxychloroquine, certains ont eu de l'ivermectine, certains ont eu des corticoïdes. Les malades pouvaient être informés, pouvaient refuser ou accepter. Et donc, c'est ce que nous avons fait, c'est rapporter les résultats du soin que nous avons apporté à ces patients et de ce fait, de comparer, en ayant toutes les autorisations auprès de l'assistance publique jusque fin 2021, d'utiliser ces données à condition d'anonymiser la banque de données, ce que nous avons fait, c'est-à-dire cette banque de données, on ne peut plus reconnaître les gens, mais ce que nous avons fait, parce que vous savez qu'on a été accusé de tout, y compris, il y a encore un collègue qui est venu avec l'HCRS à Marseille dire qu'on avait tué les gens et qu'on avait caché les morts. Donc ce que l'on a fait, c'est prendre la liste des 30 000 et quelques personnes qui ont été traitées avant d'anonymiser la base de données, regarder nom par nom dans l'INSEE les gens qui étaient morts dans les 3 mois qui ont suivi le diagnostic, ce qui fait qu'on sait exactement qui est mort dans les 3 mois après avoir eu un diagnostic en étant traité au CHU. Et on a fait vérifier l'ensemble de ces données par un huissier de manière à ce que ces données soient incontestables. Et ce que l'on trouve, c'est que les gens qui ont reçu de l'hydroxychloroquine, y compris parmi les gens hospitalisés, ont les taux de mortalité les plus bas rapportés dans toute la littérature mondiale. Donc, Alors je mets l'étude à l'écran juste rapidement. Donc en fait, ce que vous êtes en train de rappeler, c'est que vous aviez donc un taux de décès de 0,82% pour ceux qui ont été traités et de 4,89 qui donne un ratio de 0,16. Donc ça c'est le ratio qui est entre les deux. Donc on voit effectivement une très grande performance. Alors vos détracteurs, quand même, professeur, quand on voit ça, il y a plein de gens qui disent ah mais c'est pas un essai clinique randomisé, c'est pas la preuve la plus haute. Ils vont dire que ce n'est pas les mêmes auteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à tous ces gens-là? vous savez, je m'en fiche. Globalement, cette histoire d'essai randomisé est une bêtise commune qui est utilisée depuis le début pour nous ennuyer. Quand nous avons demandé à faire des études randomisées, il faut savoir que dans ce pays, on nous a interdit de les faire. D'accord? On voulait comparer dans les EHPAD parce que c'était l'endroit dans lequel la sensibilité était la plus grande. On a publié une étude en comparant deux EHPAD, un EHPAD dans lequel on traitait et l'autre qui n'avait pas traité, en comparant leur mortalité. La mortalité était 4 fois plus faible chez les gens qui étaient traités. On a donc déposé 2 fois de suite des demandes pour pouvoir comparer EHPAD par EHPAD les chances de succès en faisant une étude, cette fois-là randomisée. Et les 2 fois, ça a été refusé par les CPP. Donc, si vous voulez, ce pays a voulu nous empêcher sans arrêt d'évaluer ce traitement.
Et deuxièmement, maintenant, et je voudrais vous dire quelque chose de très solennel. Le problème qui se pose avec cette étude est un problème de l'abandon par ce ministère de la morale. La morale dans cette histoire, c'est de dire, écoutez, bien, pas bien, on est d'accord ou pas administrativement, mais ces gens rapportent la plus grande série mondiale sur un centre unique et ils rapportent les différents traitements. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les résultats, est-ce que c'est vrai? Et moi, j'ai demandé à la NSM, j'ai demandé à l'IGAS de venir vérifier si ce que nous disions était vrai quand j'étais le directeur de cette IHU et qu'on a reçu 8 personnes qui sont venues nous inspecter pendant 6 mois de suite. D'accord? Ils ne l'ont pas fait. Ça ne les intéresse pas. Le résultat, la médecine, le soin, le fait de sauver les gens ne les intéresse pas. Et donc, ça, c'est un crime contre la morale. C'est immoral. Donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement, si les gens, plutôt que de faire dire aux uns et aux autres, vous savez, quand vous faites signer par Alain Fischer, qui a fait un protocole, le seul protocole de thérapie génique à 9 gosses, dont 4 ont attrapé un cancer, un lymphome, lui confier la gestion du premier vaccin génétique et lui faire demander ce qu'il pense des études. Moi, je n'ai jamais fait une étude dont les gens sont morts. Jamais. Et donc, je peux dormir tranquille et c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que ce que me disent et ce que disent les autres, vous savez, je m'en fiche. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir dormir tranquille et d'avoir l'estime de moi-même. J'ai fait le médecin pendant des décennies. Je n'ai à me reprocher aucune mort anormale. Je n'ai pas fait de fantaisie. Vous avez vu, dans Recovery, les Anglais ont fait une fantaisie en donnant des doses d'hydroxychloroquine toxiques. Nous avons partagé la thèse du ministre précédent, M. Brown, qui montrait qu'effectivement, à partir de 2,5 grammes ou 2 grammes de chloroquine, les doses étaient toxiques et qu'on pouvait en mourir. C'est les doses qu'ils ont utilisées dans Recovery. 4 fois la dose que nous utilisions. Pourquoi personne ne dit pas? C'est des fous. On ne fait pas de la médecine comme ça. Donc, on fait une médecine avec un protocole qui est un protocole de fou, qui ne tient pas la route. Il suffit de lire la littérature et ça devient la référence de l'OMS pour savoir, dedans, je ne sais pas si vous savez, dans Recovery, il y avait en plus 15% des gens qui n'avaient même pas de diagnostic moléculaire. C'est le médecin qui décidait c'est un Covid ou c'est pas un Covid, mais c'est pas de la recherche, c'est pas de la médecine, je ne sais pas ce que c'est. Nous vivons. Pourtant, c'est présenté comme étant, on va dire, la Rolls-Royce des essais cliniques randomisés. Et en fin de compte, il y a quand même des billets. Ah oui, oui, et puis non seulement ça, c'est-à-dire que c'est la Rolls-Royce, mais ils n'ont pas fait de diagnostic. C'est le premier domaine. Moi, depuis le début, je raconte la même chose qui est ma vie. La première épidémie dont j'ai fait l'investigation officielle, imaginez-vous que c'est l'URSS qui m'a demandé officiellement d'aller faire l'investigation d'une épidémie à Astrakhan. C'est 87. C'est pas, moi, je suis pas né de la dernière pluie. C'est pas la première épidémie que je vois. J'ai été voir une épidémie de 800 000 cas de typhus au Burundi au milieu de la guerre civile. Je sais ce que c'est que la tension, je sais, on peut se tromper quand on fait des choses, mais là, on n'en est plus là. Maintenant, que ce soit pour la thérapeutique ou pour le vaccin, maintenant, nous avons le recul nécessaire. Donc, il est temps de sortir des initiatives du début quand on ne sait pas, que les gens s'affolent parce que le Lancet a publié un faux et qu'ils se sentent obligés dans les 24 heures. C'est un vrai problème que nos politiques se sentent obligés de s'exprimer toujours dans l'immédiat avant d'avoir eu le temps de réfléchir, de consulter des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est un vrai problème. Et du coup, c'est encore plus un vrai problème si quand ils ont dit une bêtise, ils n'arrivent pas à revenir en arrière en disant, écoutez, voilà, dans la précipitation, j'ai voulu réagir rapidement, mais les faits ne confirment pas l'hypothèse qui avait lieu sur la toxicité de l'hydroxychloroquine, qui est quand même quelque chose qui a dû être distribué à plusieurs centaines de milliards de fois, la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Il faut arrêter. Donc, au bout d'un moment, nous avons là un problème moral qui est un problème, au lieu de regarder les résultats, au lieu de dire les résultats sont vrais ou sont faux, au lieu de raconter, rendez compte d'être obligé, c'est la première fois, moi, que je suis obligé d'appeler un huissier 2 fois de suite pour pouvoir vérifier que ce que nous disons est vrai. Enfin, c'est un pays de fous. Au bout d'un moment, puisque nous avons les données, il faut que le ministère de la Santé fasse son métier plutôt que de défendre les erreurs du passé, et que si ceux qui ont fait des erreurs sont coupables, eh bien qu'ils soient jugés, et que l'on revienne à une base morale qui est notre métier, c'était de soigner les gens, c'est toujours de soigner les gens, c'est pas de dire contre toute évidence que les gens
qui ont soigné les gens n'ont pas bien fait. Vous savez, vous n'avez qu'à vous promener avec moi à Marseille pour savoir ce que pensent les Marseillais des soins que nous avons apportés à la population. Vous savez, moi, j'ai pas besoin de CRS autour de moi. Les gens viennent pour me serrer la main, me prendre des selfies et me dire bonjour parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc, au bout d'un moment, il faut revenir à la réalité. Il faut revenir à la morale. La morale, c'est pas de dire qu'on a raison ou de se protéger des fautes du passé. C'est, au bout d'un moment, d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe. Et vous le savez, je le dis à chaque fois, les gens qui veulent regarder en dehors de ce que nous avons fait, juste un mois avant notre publication, dans le même journal était sortie une étude belge exactement de même nature, rétrospective, utilisant l'hydroxychloroquine et trouvant les mêmes résultats que nous. Donc, on n'est pas les seuls à faire ça. Si vous regardez dans ce site qui s'appelle earlyc19.com. Il y a 3300 études qui ont été faites sur la thérapeutique du Covid-19. Regardez comment se trouve l'hydroxychloroquine et vous retrouverez les mêmes résultats que nous. Donc, il faut arrêter de mentir sur ce sujet. Il faut regarder la réalité en face. Et quand on a fait des bêtises, il faut faire son mea culpa. Il faut dire, écoutez, voilà, dans l'urgence, on a pris des décisions qu'on croyait bonnes. Maintenant, il faut arrêter de persécuter les gens qui avaient raison. D'accord ? Tout à fait. Alors, vous parlez de la morale. Alors, il y a quand même un élément, une conclusion qu'on peut mener ou prendre de votre étude. C'est que quelque part, si on l'avait appliqué de manière plus généralisée, on aurait pu sauver des vies. Donc on a quand même quelque chose qui dépasse la morale ici, parce que si jamais on va sur le terrain on n'a pas appliqué un protocole qui pourrait sauver des vies, on a donc entraîné la mort par le non-soin, on va dire le déni de soin. On a une perte de chance. Et ça a été clairement, il y avait 2 études en cours en France avec l'hydroxychloroquine, qui étaient des études officielles et randomisées, qui toutes les 2 montraient qu'il y avait moins de morts avec l'hydroxychloroquine, qui toutes les 2 ont été publiées, il n'y a qu'à les regarder, mais les études ont été interrompues prématurément, ce qui fait que la différence qui était en faveur de l'hydroxychloroquine n'était pas significative sur le plan statistique du fait du peu de cas qui avaient été intégrés, du fait de l'arrêt prématuré par le ministère de ces études en cours. Et donc, ça veut dire que clairement, les gens ne voulaient pas savoir, alors que ce que nous appelons une tendance, c'est-à-dire quand il y a une différence qui n'est pas significative, on appelle ça une tendance. Il y avait une tendance dans cette efficacité. Il y a eu un autre papier qui a été publié par le British Medical Journal, qui était un papier fait collectivement avec pareil, rétrospectif de la thérapeutique faite dans les hôpitaux de Paris, dont le premier auteur était Maevas, qui a été publié dans le British Medical Journal, dans lequel il y avait une sous-partie de l'étude qui était faite d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, pour lequel il y avait 0 mort et pour lequel il y avait 0 personne passée en réanimation. Nous avons fait les tests statistiques pour savoir si c'était différent significativement. C'était différent significativement, mais le méthodologiste de l'étude, le fameux monsieur Raveau, a refusé de faire les analyses parce que ça ne faisait pas partie des objectifs primaires de l'étude. Donc, alors que c'était le traitement dont tout le monde parlait au monde. Donc, tout ça, qu'il y ait eu une énorme mauvaise foi au départ, c'est une chose. Là, maintenant, ça suffit. Il faut arrêter d'essayer de détruire les travaux qui donnent une leçon pour l'avenir. Les choses ne vont pas s'arrêter. Il y aura d'autres épisodes épidémiques. Les leçons que nous devons tirer de cet épisode épidémique sont essentielles pour l'avenir. C'est pas mon avenir qui est en cause. Je m'en fiche un peu. Je ne pratique plus. Le directeur général m'a foutu dehors après que j'ai refusé de signer sa tribune demandant de vacciner tout le monde. D'accord ? 7 jours après, il dit que ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai refusé de retirer ma plainte contre M. Hirsch, ni que j'ai refusé de signer sa tribune dans Le Monde pour dire à tout le monde de se vacciner. Je regrette rien du tout. Je ne pense pas qu'il fallait vacciner tout le monde. D'accord ? Je ne crois pas que quelqu'un de raisonnable pense encore ça maintenant. D'ailleurs, ça n'est plus recommandé ni plus obligatoire. Donc, je reste, moi, parfaitement en accord avec moi-même. Je dors bien, d'accord ? Et pour mon pays, je pense qu'il faut revenir à des notions morales basiques de les médecins, c'est fait pour soigner, c'est pas fait pour obéir à l'administration. C'est
Nous, quand nous avons fait ces travaux, nous avons en permanence publié, c'est quand même le quatrième travail que l'on publiait sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, dont un déjà sur 10 000 personnes. Donc nous savons bien que on améliore le pronostic avec ce traitement, et donc de ne pas traiter ces gens, pour moi, est un crime contre l'esprit et contre ma morale. Ma morale, c'est de soigner les gens, c'est pas d'obéir à des gens qui ne voient jamais de malades, qui me disent que il faut traiter les gens d'une manière qui est complètement surréaliste. Donc, il faut arrêter, il faut revenir maintenant, il faut siffler la fin de la récréation, là, il faut arrêter, il faut revenir à des choses saines, normales, évaluer d'une manière pratique les résultats, mais quand nous, on dit sur les patients hospitalisés traités par hydroxychloroquine, on a 7% de mortalité, c'est le taux le plus bas de toutes les séries publiées dans le monde de patients hospitalisés. D'accord? Donc ça va. On peut regarder les données pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai, plutôt que de nous persécuter ou de faire croire qu'on n'a pas le droit d'observer la thérapeutique que l'on a prescrite pendant 2 ans dans l'IHU. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, on vous attaque bien sûr sur la forme. Vous voulez un débat de fond dans l'intérêt de la morale et des Français. Comment espérez-vous arriver à obtenir ce débat? Non, mais moi, je ne suis pas, je n'espère pas du tout. Si vous voulez, moi, je voudrais bien qu'on me faire comprendre, si vous voulez. Moi, je ne fais que ce que j'estime être mon devoir à titre personnel. Et ce pourquoi j'ai été payé jusqu'à maintenant. J'ai été et je suis un docteur spécialiste des épidémies, des maladies infectieuses et de la microbiologie et de la virologie. Quand nous avons été face à cette épidémie, j'étais une des personnes au monde qui avait le plus d'expérience des épidémies dans le monde, d'accord? Je m'en suis vraiment, j'en ai vu une quantité, y compris l'émergence de l'épidémie à Marseille de sida, parce que j'ai géré la première salle d'hospitalisation au CHU de patients ayant un sida en 84. D'accord. Donc, j'en ai vu passer des épidémies. J'en ai vu des bêtises. J'ai vu l'affaire du sang contaminé. Je l'ai vu depuis le début entièrement. Donc, ces bêtises successives, je les ai vues. J'ai une très, très grande expérience de ces bêtises. Donc, j'ai continué à faire ce que je devais faire, soigner les malades. J'ai jamais essayé de protocole avec des molécules dont je ne savais pas ce que c'était. Non seulement ça, mais nous avions pris une position qui n'est pas très populaire pour l'industrie pharmaceutique, de ne pas introduire de nouveaux médicaments dont la toxicité n'avait pas été évaluée de façon suffisante. Donc, ça faisait partie du dépôt de la demande d'IHU qui a été faite en 2010. Donc, nous ne voulions pas faire ça, et à chaque fois que nous avons innové sur le plan thérapeutique, ça a toujours été avec des molécules anciennes, connues et ne présentant aucune toxicité. Donc, je n'ai pas d'état d'âme sur ma manière de faire la thérapeutique. Je n'ai pas d'état d'âme sur la manière qu'il y avait de vouloir tester les gens quand on me disait qu'on ne pouvait pas les tester. Nous, on en a testé jusqu'à 3000 par jour quand même. Hein. Je n'ai pas d'état d'âme sur les positions que j'ai prises sur le vaccin en recommandant d'être prudent avant de voir ce qu'en étaient réellement les effets, parce que on ne savait pas les tests qui avaient réellement été faits par Pfizer ni par AstraZeneca. Quand on a vu les premiers effets secondaires, moi j'étais le premier à dire en France, il faut faire attention, il y a des thromboses avec AstraZeneca, ce que plus personne ne conteste, sauf récemment un de vos confrères, là, Bruce Toussaint, qui m'a dit que je n'avais pas le droit de dire que ça donnait thrombose parce que j'en avais vu une, ce qui est quand même une espèce. On reçoit des leçons de médecine d'absolument tout le monde, hein, de gens qui ne savent même pas ce qu'est un malade. Donc c'est invraisemblable. Là, maintenant, il faut revenir à la morale. On verra bien pour les vaccins quand les gens commencent maintenant, ça sort de tous azimuts, les myocardites et les morts subites. C'est en train de sortir dans tous les cas. En plus, avec des confirmations biologiques de PCR positifs sur des cœurs d'autopsie. Donc, dedans, tout ça, le temps est en train de faire le tri de tout ça. Il y a des gens qui ont fait des erreurs de bonne foi. Là, ce qui se passe là maintenant avec nous, ça n'est pas de bonne foi. C'est de mauvaise foi. C'est pas bien. Et je plains les gens qui se trouvent embarqués là-dedans parce que ce qu'ils font est immoral. Alors c'est immoral, bien sûr, mais vous n'avez même pas une idée de comment il faut faire. Est-ce que ce sont les associations de patients, les associations de victimes qui doivent justement demander une enquête? C'est au rôle des sénateurs, au rôle des députés? Parce qu'en fin de compte, c'est un sujet, c'est une patate chaude quand même, hein, quand vous lancez que c'est un sujet immoral, que potentiellement on a fait des mauvais choix technologiques, des mauvais choix scientifiques, des mauvais choix médicaux, on a dénué nos concitoyens de la possibilité d'avoir une chance d'être soignés.
Donc, à un moment ou à un autre, il faut bien trouver le point d'entrée, on va dire, dans cette enquête. Non, mais si vous voulez, c'est la limite. C'est pour ça que je vous explique, moi, ce qu'est mon métier. Et mon métier, j'ai été, jusqu'à un passé récent, médecin. J'ai demandé de ne plus être inscrit au Conseil de l'Ordre parce que ça enlève au moins un outil aux gens. Ils ne peuvent plus me persécuter auprès du Conseil de l'Ordre qui lui-même ne peut plus me persécuter. Donc, ça fait déjà un en moins, ce qui est aussi bien. De toute manière, j'ai jamais pratiqué que de manière publique dans les hôpitaux publics. À partir du moment où je suis plus dans les hôpitaux publics, j'ai plus de raison d'être au Conseil de l'Ordre. Deuxièmement, je suis un enseignant et je suis toujours un professeur, je suis un professeur émérite, et théoriquement, ça va changer la loi, je le suis à vie, parce que j'ai eu au moins 2 prix qui font que je suis professeur émérite à vie sans dépendre des votes aléatoires d'éventuellement de l'université. Donc je suis un enseignant, mon devoir qui est prévu par la Constitution est de tenir la population au courant de mes découvertes et de mon métier, c'est ce que je fais. Et donc, j'ai fait ça, j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait de la recherche, ce qui est mon métier, je publie ma recherche, ce qui est mon métier, et dans la publication de la recherche, qui est quand même absolument extraordinaire, c'est que maintenant les gens se servent de leur interprétation administrative de l'éthique, ce qui veut dire la morale, pour lutter contre moi en faveur d'une immoralité qui est inouïe, c'est-à-dire aussi bien les conflits d'intérêts qui finissent par être complètement oubliés, où on interviewe des gens qui ont été payés des centaines de milliers d'euros par l'industrie pharmaceutique pour leur demander leur avis sur des produits qui émanent d'industries qui les ont payés. Mais est-ce que vous vous rendez compte du degré d'immoralité qu'on est en train de... Inversion accusatoire et injonction paradoxale, quelque part. On vous inverse, on inverse ces éléments-là. C'est tout ça pour un truc, vous savez que les sénateurs de temps en temps interviennent et fort heureusement, le sénateur Houpert est intervenu pour demander au ministre s'il pensait que l'étude des matières fécales relevait de la recherche médicale et le ministre lui a répondu ce que l'on sait depuis l'analyse du droit romain, c'est que les déchets n'appartiennent à personne et que donc l'analyse sur les matières fécales, quand elles sont anonymisées, ne relève pas de la recherche médicale. Et moi, j'ai au moins 50 remarques sur un site de délation en ligne qui s'appelle PubPeer et des journaux qui me font rétracter contre ma volonté des articles sur l'analyse de la matière fécale parce que ces gens disent pour pouvoir faire l'analyse des matières fécales, il fallait demander une analyse du comité de protection des personnes. Mais est-ce qu'on est devenu fou? Les crottes n'appartiennent à personne, on les fout dans l'égout. Donc, ce monde est devenu fou et se servent la main sur le cœur en disant, vous savez, je me méfie des gens qui ont la main sur le cœur, mais ceux qui ont la main sur le cœur, ils ont souvent la main sur le portefeuille, c'est au même endroit. Donc, je me méfie d'eux. Quand on commence à parler au nom de la morale, je me méfie de ce qui se passe. Là, moi, je ne veux pas vous donner une leçon de morale, je dis, attendez, dedans, qu'est-ce que doit faire un médecin? Est-ce que c'est de dénoncer les autres médecins qui soignent les gens? Ou est-ce que c'est de regarder si on a une leçon à prendre sur la thérapeutique, sur les gens qui ont soigné le plus de gens? Et donc, au bout d'un moment, il faut revenir sur terre. Là, il faut revenir sur les médecins. C'est fait pour soigner, c'est pas fait pour se dénoncer les uns les autres. Le Conseil de l'ordre, c'est fait pour gérer les conflits entre médecins et faire respecter la déontologie, c'est pas fait pour persécuter les gens qui soignent les malades et dont les malades sont contents. Quand les malades sont pas contents, bien sûr, le Conseil de l'ordre doit regarder ce qui se passe, ou la justice. Mais quand les malades sont contents, que les médecins disent moi je ne suis pas content parce que moi je n'ai pas soigné comme ça, et lui il n'a pas le droit de dire qu'il a soigné comme ça, on marche sur la tête. Et donc il faudrait revenir à un peu de raison et à une morale basique qui est, écoutez, le problème dans cette maladie, c'est maintenant faisons le point sur ce qui est raisonnable de manière à ce qu'on ne recommence pas exactement les mêmes bêtises dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, je ne prédis pas quand il y aura une autre épidémie. Tout ça, c'est des histoires de fous. On ne sait jamais ce qui va se passer après. Ça continuera parce que l'histoire de l'humanité est comme ça. Alors, professeur, dans le cadre d'un tweet, tout à l'heure, vous parlez de reconnaître ses erreurs. Vous évoquez que le professeur Delfrécy a changé d'avis. Il a même reconnu qu'il s'était trompé sur l'efficacité du vaccin. Est-ce que pour vous, c'est une méthode saine, on va dire? Vous reconnaissez que c'est sain que quelqu'un reconnaisse ses erreurs comme ça? Ah, tout à fait. Je trouve que c'est bien, si vous voulez. C'est bien, je lui ai dit d'ailleurs. Hein, je lui ai envoyé un mot pour lui dire que c'est bien. Je lui ai dit aussi que c'est ce que je disais. Il m'a répondu, oui, mais tu sais, moi je disais aussi que ça avait un effet protecteur chez les patients
à risque. Je lui ai dit, mais tu sais, moi aussi, j'ai toujours dit ça. Donc, je suis content que tu sois d'accord avec moi maintenant et que tu le reconnaisses. C'est bien. Encore une fois, dans l'urgence et dans c'est difficile de juger ce que font les gens dans l'urgence face à une situation qu'ils n'ont jamais connue. C'est compliqué. Donc, dans cette situation-là, les décisions qui ont été prises, elles ont été prises. Il fallait laisser les gens qui avaient une opinion différente l'exprimer parce que le temps fait le tri de tout ça. Mais lui, il a une position qui est une position raisonnable, qui est de dire, écoutez, voilà, sur ce point-là, on s'est trompé. Et on s'est trompé parce que le travail n'a pas été fait par Pfizer ni par Moderna. C'est-à-dire l'évaluation de la contagion n'a jamais été faite. Et moi, je vous assure que quand on a rapporté les premiers cas d'infection secondaire et les cas de portage de virus par les gens vaccinés, on s'est rapidement rendu compte que les gens vaccinés avaient été aussi souvent positifs que les gens non vaccinés sur le tableau que je regardais tous les jours, ce qui n'avait rien à voir avec, encore une fois, les modèles mathématiques qui avaient été proposés par l'Institut Pasteur pour expliquer le degré de protection de vaccins qui ne protégeaient d'aucune contagion. Donc, encore une fois, les modèles mathématiques ne remplacent pas l'observation. La pratique médicale, c'est-à-dire, nous, ce que nous faisions, c'est tous les gens qui venaient se faire tester, on leur demandait, avez-vous été vacciné, n'avez-vous pas été vacciné? Et moi, je regardais tous les jours la colonne des vaccinés et la colonne des non-vaccinés pour voir s'il y avait plus de positifs chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Et il n'y en avait pas plus. Au bout de 2 mois, il y avait autant de positifs chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Donc, c'était pas vrai, on le savait, et moi je l'ai dit. Enfin, il suffit de regarder les vidéos que j'ai fait, je l'ai dit. Donc, peu importe que des gens, vous savez, c'est la parabole des ouvriers de la 11e heure. Moi, je n'ai rien contre les ouvriers de la 11e heure, mais c'est-à-dire ceux qui arrivent tardivement à reconnaître les choses, eh bien, mon Dieu, ils le reconnaissent tardivement, c'est mieux que de ne pas le reconnaître. Mais ceux qui non seulement ne le reconnaissent pas, mais continuent à poursuivre ceux qui ont fait leur travail, ceux-là, maintenant, ici et maintenant, c'est immoral. Alors, c'est immoral. Le professeur Delfrécy qui reconnaît qu'il s'est trompé dans le monde du transport aérien, quand il y a un avion qui se crache, il y a un bureau enquête accident qui revient et qui analyse au risque même de pointer du doigt le pilote de l'avion parce qu'ils essayent d'assumer la confiance. Est-ce que c'est pas au rôle du professeur Delfrécy qui reconnaît s'être trompé et de dire, eh bien, on devrait faire un diagnostic post-crise pour savoir comment on a dépensé notre argent? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre manière? Est-ce que c'est pas son rôle? En fait, c'est la fin de sa mission en tant que président du conseil scientifique? Écoutez, je ne sais pas, je trouve que c'est bien, que c'est courageux de dire ce qu'il dit. Je pense qu'il faut qu'il continue à parler parce que sa parole a été une parole qui comptait pendant toute cette crise. Et donc, c'est bien qu'il en fasse l'analyse et qu'il réfléchisse. C'est bien qu'il parle. Après, vous savez, le temps et les évolutions politiques, moi, je ne suis pas maître de ça et c'est pas mon métier. Si je voulais faire de la politique, tout le monde le saurait depuis longtemps, hein. Donc, je le fais pas, c'est pas mon métier. Je fais pas de journalisme non plus, je veux pas prendre votre place, je vous rassure, c'est pas mon Ne rôle. vous inquiétez pas, on prend aussi des cours, hein. Ouais, ouais. Mais donc, moi, j'estime, j'ai fait mon métier, je continue à le faire, hein, je continue à faire de la recherche, je continue à écrire des livres, ça m'intéresse, voilà, c'est mon métier, je veux rester dans mon métier, par orgueil, hein, parce que je trouve que j'ai eu beaucoup de plaisir, et comme je ne me reproche rien dans mon métier, si vous voulez, je ne vois pas pourquoi je changerais de métier. D'ailleurs, j'ai toujours une un regard attentif quand je vois des médecins qui abandonnent leur métier pour faire autre chose, parce que c'est un métier tellement extraordinaire, si vous voulez, qu'il n'y a pas de raison d'en changer si on aime ça. Si on aime la médecine, on ne va pas faire autre chose. Je veux dire qu'il y en a un autre qui a une position qui était raisonnable, quel que soit ce qu'on pense de ces déclarations, c'est le professeur Salomon, que nous avons contacté avant de publier cette étude pour lui demander est-ce que, alors c'est Philippe Parola qui lui a posé la question, parce qu'ils sont de la même génération, c'est un professeur de maladies infectieuses, c'est le même CNU, etc. Il dit, est-ce que tu penses que jusqu'à maintenant, je peux continuer à lui donner l'hydroxychloroquine? Et Salomon lui a dit, tu sais bien que je suis pour la liberté de prescription des médecins, et bien sûr, tu as toujours le droit de prescrire de l'hydroxychloroquine à des patients qui ont un Covid si tu juges que c'est le meilleur traitement. Et ça, c'était en 2023. Donc, le professeur Salomon
à une réflexion de docteur, de médecin. Le médecin est responsable vis-à-vis de son malade, de son traitement. C'est pas la NSM qui est responsable de ça, c'est le médecin qui est directement responsable du soin qu'il apporte à son malade. Et là aussi, je trouve que c'est digne, c'est bien. Il a eu le courage et il nous l'a écrit. Donc là, il y a des gens, parce que Delfrécy, c'est un médecin aussi, c'est quelqu'un qui a pratiqué. Salomon, c'est un médecin aussi. Là aussi, je crois qu'il faut revenir à des choses banales. Là, des gens qui ne faisaient plus de médecine ou qui n'en ont jamais fait se sont emparés du soin, alors que ça n'est pas leur métier. Qu'ils laissent donc ça, il faut laisser les professionnels faire leur métier. Il ne faut pas que les hommes politiques expliquent aux vignerons comment on fait du vin, ni aux médecins comment on soigne les malades. Il faut que chacun fasse son métier. Le politique et le journaliste ne peuvent pas remplacer tous les métiers de pratique et d'expérience. Alors, laissons aux médecins de faire de la médecine, aux hommes politiques de boire du vin, puisqu'il ne faut pas donner les conseils. C'est très bien si Monsieur Delfrécy reconnaît ses erreurs. On a vu le nouveau ministre de la Santé dernièrement, le 3 octobre, déclarer que la vaccination était sans effet secondaire, qu'il n'y en avait pas. Il l'a nié, il l'a répété, on va dire, une première fois. Et dernièrement, on a encore eu une communication du ministère de la Santé qui dit que, en fin de compte, ces vaccins sont efficaces et sans risque. Il utilise le terme sans risque. Est-ce que vous trouvez que c'est prudent ou imprudent? Est-ce que lui aussi ne devrait pas à un moment ou à un autre arrêter? Oui, bien sûr, je pense que c'est immoral de la même manière. Maintenant, nous avons trop de données accumulées, si vous voulez, pour pouvoir dire une chose pareille. Encore une fois, que les gens aient dit ça il y a 2 ans ou il y a 2 ans et demi, c'était une chose. Maintenant, on ne peut pas dire des choses comme ça. Et en particulier, on ne peut pas dire que que ce vaccin est sans risque pour des gens qui n'ont pas de risque s'ils attrapent le Covid. Donc tout ça, c'est une balance bénéfice-risque. On sait bien que les gens de moins de 50 ans qui n'ont pas de facteurs de risque spécifiques comme les obésités morbides ou l'immunodépression ou une trisomie 21, ces gens n'ont aucune chance de mourir du Covid, mais on sait qu'il y en a qui sont morts d'infections cardiovasculaires et que donc le risque est dans cette population-là du côté du vaccin. Donc on ne peut pas dire le contraire parce que personne ne dit plus ça. Même Pfizer le dit qu'il y a des effets secondaires. Faut arrêter quand même. Au bout d'un moment, on ne sait pas jusqu'où on va aller dans la parole du ministère de la Santé. Attendez, il faut revenir sur des choses. On attend, on verra bien le résultat de ce que dira Cédric Villani sur les effets secondaires du vaccin, s'il est d'accord avec le ministre de la Santé ou pas. Et je doute que le ministre de la Santé ne sache pas ce que va dire M. Villani. Alors, Monsieur Villani, c'est parce qu'il était président de l'OPSCT, mais je crois qu'il ne l'est plus depuis longtemps. Donc, il y a eu un nouveau président et le rapport est toujours en carence. On ne sait pas où il est, ce rapport, le pré-rapport a été publié le 9 juin 2022 et il n'est toujours pas disponible. Non, mais ça viendra, là aussi, ça viendra. Ouais, ça viendra, ça prend longtemps quand même pour obtenir un rapport définitif. Donc, professeur Ao, merci beaucoup pour cet entretien. On rappelle donc vous avez republié une étude qui démontre l'efficacité de votre bithérapie que vous aviez préconisée tout au début et que cette bithérapie aurait pu donc sauver des vies. Et que quelque part, à un moment ou à un autre, ça devient immoral de persévérer dans une situation, dans une position qui est quelque part un déni de soins à nos concitoyens. Il faut qu'il y ait une enquête. Quelque part, ça devient à soit nos députés, soit aux associations de patients, aux associations de victimes, de provoquer tout cela. Et surtout, il faut que les gens commencent à reconnaître les erreurs et vous reconnaissez que le professeur Delfrécy a été très courageux de reconnaître qu'il s'était trompé parce que le faire, il faut peut-être qu'il en tire les conséquences et aujourd'hui que d'autres personnes en tirent les conséquences si on a fait des erreurs. Alors on peut se rappeler juste une chose, peut-être la dernière question, il y a eu la crise du sang contaminé, il y a eu beaucoup de gens qui ont été reconnus responsables mais pas coupables. Est-ce que vous pensez que si jamais on reconnaît c'est une faute à moitié pardonnée et quand on persévère, mais c'est là où on rentre dans la notion de crime et de culpabilité. Ah, je pense que, si vous voulez, encore une fois, euh, le fait de persévérer là dans l'erreur, alors que c'est manifestement une erreur et qu'on ne veut pas se donner les moyens de vérifier que l'on commet des erreurs, si vous voulez, bien sûr, j'espère de tout mon cœur qu'un jour la justice passera là-dessus et que cette fois-là,
on ne dispensera pas les gens de peine parce qu'il il y a eu des prises de responsabilité et une agressivité vis-à-vis de l'IHU et vis-à-vis de ma personne qui sont inacceptables. C'est ce qu'on nous a fait est inacceptable. On nous a persécutés pour une simple et unique raison, c'est parce que nous avions raison contre ce que disait le gouvernement. C'est la seule raison pour laquelle nous avons été persécutés. J'espère que tout ça finira devant la justice et devant une justice qui se prononcera sereinement de manière à ce que l'analyse de ce qui s'est passé là soit aussi transparente que ce que l'a été le jugement sur le sang contaminé. J'espère que ça prendra moins longtemps, parce que ça a pris beaucoup de temps, et que les gens qui ont persévéré de mauvaise foi dans cette situation-là seront pénalisés. Mais écoutez, merci beaucoup, professeur. Donc, une nouvelle étude combatif. La science est un sport de combat. Vous l'avez dit il y a un moment. Vous l'avez même écrit. Aujourd'hui, on espère que la justice fera son travail et trouvera les coupables s'ils continuent à persévérer. Monsieur le ministre, si jamais vous entendez cette émission, à un moment ou à un autre, il faut se poser la question d'écouter les scientifiques qui donnent des avis contraires et organiser un débat. C'est dans l'intérêt de la nation, c'est dans l'intérêt de nos concitoyens, c'est dans l'intérêt de l'information. Merci beaucoup, professeur, pour cette interview qui est un peu punchy. Et on rappelle, bien sûr, vous considérez que c'est immoral de faire ce qui vous a été fait et d'avoir subi ce harcèlement pour vous et pour les professeurs qui travaillent avec vous et qui ont eu le courage de republier cette étude. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.